Deon de Aimbo. It is good to see you. I am happy to see you. Chris Arcan. Etinga Moselle France Akil. Bon, j'espère que ces quelques mots vont me permettre d'avoir, sinon mon premier degré, au moins de valider un item de Kiowa, savoir se présenter en Kiowa. Et puis bon, là, en utilisant le mot Kiowa, je pense que je viens de vous donner un premier indice de ce que j'ai l'intention de faire, nous dire quelques mots d'un film que certains d'entre vous, j'espère de plus en plus nombreux, vont pouvoir voir. Bon, j'ai donc été précédé dans l'exercice par quelques courageux Pathfinders, et bon, en ce qui me concerne, il va falloir faire avec une traîne d'accent régional, qui est réputée moins sympathique que ceux d'Arizona et de Yosemite, mais bon, c'est mon fond de terroir à moi. Bon, et en plus, j'ai le nez pris par mon refroidissement annuel qui court de fin septembre à mi-mai à peu près. Alors bon, tant pis, il va falloir faire avec, quoi. Eh ben, en route, si vous le voulez bien, je vous fais monter à bord d'un vieux chariot brinque-ballant sur des pistes caillouteuses. Vous allez essayer de reconnaître. L'histoire débute à Wichita Falls, dans le nord du Texas, en 1870. Bon, inutile de faire durer le suspense plus longtemps, certains l'ont peut-être reconnu et d'autres sans doute. Il s'agit de la mission News of the World de Paul Greengrass. Alors je dirais d'abord quelques mots sur le post de Merej sur YouTube, qui a été relayé ici par le grand chef. Alors, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'est guère enthousiaste sur le film. Résumons ce qu'il en dit, je cite. Paul Greengrass a une science du montage et du cadrage particulièrement chirurgicale. La photographie du film est magnifique, et c'est pas étonnant en même temps puisqu'elle est signée Darius Wolski. C'est excessivement beau, l'image est magnifique. La musique, c'est James Newton Howard, pareil, ça envoie du très lourd. C'est filmé en décor naturel. Tom Hanks joue bien, la petite fille joue bien, la reconstitution est intéressante, nanani, nanana, et le nanani, nanana sont de Merej lui-même. Alors certains seraient déjà satisfaits avec ça, s'en contenteraient, et diraient « So what else ?» C'est déjà beaucoup, et je reviendrai donc pas sur la photographie, la musique, les paysages, qui, c'est exact, s'ils font penser au Texas, sont bien des extérieurs du Nouveau-Mexique. Mais bon, pour Merej et pour moi, il en faut un peu plus pour être satisfait et trouver qu'un film est bon ou réussi. Il faut d'abord, comme le disait un autre, une bonne histoire et une bonne histoire. Un scénario solide et qui tienne la route. Alors, redonnons donc la parole à Merej pour la partie négative cette fois, les reproches qu'il fait au film. Il se passe rien du tout. Il regarde des beaux décors et voilà. Il faut un feu la nuit. Il dorment à la belle étoile. Universal a essayé de se débarrasser de ce truc. Il rencontre la fille, il la met sur son cheval, il se déplace et voilà. Bon, ils se font bien attaquer comme ça par des bandits, c'est tout. Le film ne raconte rien, c'est un peu 2 heures de vie. Et à part ça, bon, il prend environ 20 secondes à nous dire qu'il ne faut pas confondre avec Mission, Rambo 2, la mission, et voilà. Bon, pour ma part, je ne peux que regretter ce genre de présentation, quoi. Un peu à l'emporte-pièce qui engendre des commentaires comme « J'allais le regarder et là, plus envie. Grâce à toi, je ne le verrai pas. » Ou « Tu sais qu'un film ne vaut rien quand on parle direct de la photographie. » Bon, autant de gens qui doivent apprécier les aliments pré-mâchés, mais très peu pour moi. Moi, je préfère me faire mes idées moi-même. Et comme ce film parle entre autres d'ouverture d'esprit. Bon, et une dernière remarque sur ce poste. Indien n'est pas une langue. Elena, Johanna, ne parle pas plus l'indien que Merej ne parle l'européen ou moi le belge. Bon, il serait temps qu'en 2021, quand même... Bon, alors, venons-en à l'histoire à présent. Bon, je pense que vous connaissez tous le synopsis, je ne vais pas vous raconter. Bon, le scénario, il a été coécrit par Paul Greengrass lui-même et par Luke Davis,
mais il est quand même largement basé sur le roman de Paul et Giles. C'est un roman que j'ai donc lu pour la circonstance, et je dois dire que là, bon, pour une fois, même si Merej s'est ennuyé en voyant le film, il serait certainement jamais allé jusqu'au bout du livre, quoi. C'est lent, il y a encore moins d'action que dans le film, il y a des redites, il y a quelques pages qui reviennent sur le passé du capitaine Kidd, mais qui, bon, à mon avis, n'apportent rien à l'histoire, à l'épaisseur du personnage. Il y a des descriptions de séances de lecture plus nombreuses. Alors, Merej semblait en demander, mais bon, à mon avis, ça n'aurait pas apporté au développement du film. Le sujet, pour moi, étant ailleurs, quoi. On voit d'ailleurs 4 extraits de lecture dans différentes villes. Bon, j'y reviendrai peut-être si j'y pense. Tant que j'y pense, c'est vrai que ce métier de raconteur d'histoire, de liseur, de lecteur de nouvelles, on le voit déjà dans La princesse de Montpensier de Tavernier. Je l'ai revu dernièrement et puis bon, ça m'avait échappé. Et il y a effectivement un petit passage où on voit quelqu'un qui vient lire les nouvelles dans un village. En Greengrass et Davis ont d'une part choisi d'éliminer certains épisodes, comme ça se fait souvent dans les adaptations, certains développements ils ont coupés, des choses qui ne m'avaient pas convaincu non plus à la lecture, je dois dire. Et ils ont évité ainsi les écueils des flashbacks, par exemple, pour les épisodes de guerre du capitaine Kidd, qui en a connu 3 en fait, 3 guerres. Et ils ont dégraissé, ils ont supprimé plusieurs personnages inutiles, enfin que je trouve inutiles pour ma part. Les 2 filles du capitaine, par exemple, on n'en parle pas dans le film. Et ils ont d'autre part ajouté ou changé ou réécrit quelques épisodes, comme la découverte de Johanna, Aetopol, donc Seagal, et le passage dans le comté d'Herat, par exemple, qui n'est pas dans le livre. Bon, je dois bien le dire aussi, je dois l'avouer, c'est peut-être ma grande honte, j'en sais rien, mais c'est la première fois que je trouve l'adaptation d'un roman au cinéma supérieure au roman lui-même, quoi, mais plus subtil, j'ai trouvé, cette adaptation. On reconnaît donc à Paul Greengrass sa science du cadrage et du montage. On dit que la photographie est magnifique, excessivement belle, que la musique envoie du lourd, que les acteurs jouent bien, que la reconstitution est intéressante, que c'est filmé en décor naturel. Bon, là, c'est même moi qui vais apporter un bémol, parce que, bon, décor naturel, oui, mais les paysages sont pas à tomber par terre, quoi. J'ai trouvé, c'est pas à se taper le derrière par terre, c'est pas Grand Falls de la Little Colorado River, par exemple. Bon, mais quid de l'histoire, donc? S'agit-il vraiment d'un road movie ennuyeux dans lequel il ne se passe rien, sinon quelques épisodes convenus? Alors est-ce que moi, qui ne suis pas un cinéphile pointu comme Merej, ou une fine gueule comme les critiques du Masque et la Plume, mais un simple amateur, et qui a vu une tripotée de western, est-ce que j'y ai trouvé quelque chose? Bien, j'y ai par exemple trouvé quelques détails que je ne connaissais pas, que je n'avais jamais vus dans aucun western post-bellum, c'est-à-dire d'après la guerre de sécession, même pas, je crois, de mémoire dans le bon, enfin, que je trouve bon, The Vanquished, la ville sous le joug, d'Edouard Ludwig en 53. En général, dans le meilleur des cas, on voit arriver un ou deux carpetbaggers, des profiteurs de guerre nordistes, et le reste c'est de la romance, quoi. Alors, ces détails. Bon, j'ai donc appris par exemple que les Texans qui voyageaient devaient avoir sur eux un serment de loyauté, d'allégeance à présenter aux autorités, nordistes s'entend, en cas de contrôle. De même, les armes de poing de gros calibre étaient, si j'ai bien compris, interdites. Vous le saviez, vous? Oui, bon, d'accord. Muscle et Hart, peut-être locaux, mais les autres? Bon, et vous y trouverez sans doute, ou peut-être, d'autres détails historiques authentiques. Ben, il faut que je vous en laisse quand même un peu à découvrir. Bon, pour être tout à fait honnête, les 2 détails signalés sont présents dans le livre de Paul et Giles. Mais comme on lit moins qu'on ne regarde de films, donc autant les signaler. Bon, on peut généralement faire confiance aux écrivains américains pour avoir fait leur homework, donc s'être bien documenté pour faire authentique. Alors comme dit Augustin Bouvet au peinture, on peut lui faire confiance, je crois. Bon, j'ouvre une parenthèse pour faire plaisir à Bruno. Je lui ferai, maintenant, elle va marcher beaucoup moins bien, forcément, dans les bonus de ce podcast. Et je vois Marc qui lève les yeux au ciel en soupirant. Il n'a pas pu s'empêcher. Même un podcast, il est incapable de le faire sérieux jusqu'au bout. Bon, j'en étais où, moi, du coup? Ah oui. Donc, des détails sympas, quoi. Et vous me direz, les détails, ça reste des détails.
Et ça fait pas un film. Vous avez raison. Alors, on continue? Bon, alors voyons les reproches concernant les bivouacs au coin du feu à présent. Les gens qui sont des habitués des road movies, des westerns avec trek, convois ou conduite de bétail, savent que les bivouacs sont des incontournables, des passages obligés. Ils sont inhérents, voire quasiment consubstantiels au genre, ou du moins à ce sous-genre. Depuis The Covered Wagon de Cruise en 23, Fighting Caravans jusqu'au voleur de train. C'est vieux comme la rivière Rouge, les bivouacs. Greengrass le sait, et au fil des bivouacs, on voit la relation entre Kid et la fillette évoluer. C'est peut-être un peu simple comme moyen pour nous montrer cette évolution, mais elle est tout à fait crédible, s'inscrivant naturellement dans un trajet. Les autres épisodes sont tout aussi crédibles, de la roue à la tempête de sable. Et il manque l'épisode du serpent à sonnette. Vous voyez que tout n'y est pas. Pas les poncifs, juste le nécessaire, et le crédible sur un trajet de plusieurs centaines de miles. Celles et ceux qui connaissent le Britannique Paul Greengrass pour ses réalisations des Jason Bourne, Green Zone et autres risquent d'être, ou ont été déconcertés, déroutés par ce film. Alors, Greengrass nous a en effet habitués jusque-là à des réalisations nerveuses, péchues, caméra à l'épaule et à un choix de thème contemporain. Et là, voilà qu'il se lance, étonnamment, dans un western au rythme lent. Alors, on pourrait dire qu'après Vol 93, qui date déjà de 2006, et Capitaine Phillips en 2013, Greengrass semble avoir une propension à traiter d'histoires d'otages ou de captivité. Et ici, nous le savons, le western est souvent un véhicule pour présenter aux Américains un miroir aux problèmes de l'Amérique actuelle. Comme le disait Bertrand Tavernier, le western est un genre très hospitalier. Il permet d'aborder beaucoup de thèmes. Alors je vous ai dit tout à l'heure que Greengrass et Davis, son co-scénariste, avaient dégraissé l'histoire de certaines scènes, avaient supprimé certains personnages, mais ils ont par ailleurs réécrit ou ajouté plusieurs scènes qui ne sont pas dans le livre pour y donner, justement, un écho contemporain. Alors par exemple, l'un des spectateurs, auditeur de la lecture du Captain Kidd au début, qui dit « Le Texas avant tout, et maudit soient les amendements », et au soldat bleu chargé de faire respecter l'ordre « Qu'est-ce que vous faites ici? Vous ne traitez pas avec les Indiens, vous réparez pas nos routes, vous vous occupez pas de nos traverses. » Ce à quoi habilement Kidd répond, pour calmer les choses et reprendre les affaires en main, « Nous souffrons tous, nous tous, ce sont des temps difficiles, mais nous avons tous un rôle à jouer. » Et puis il y a l'épisode du comté d'Herat, où un certain Farley règne en maître en utilisant démagogie, intimidation, autopromotion dans le journal local dont il est le rédacteur-imprimeur. Il va refuser la lecture d'autres journaux que le sien, qui risqueraient d'apporter d'autres éclairages, des graines de révolte. Subtil, le capitaine saura quels articles lire pour apporter quelques food for the thought, de nourriture pour l'esprit, à ses auditeurs. Et puis il y a un des hommes de main de Farley qui déclare « On a réglé le compte des Mexicains, des Indiens aussi, en les foutant tous dehors. » Il y a même l'affaire Almé qui veut acheter Johanna pour la revendre comme esclave sexuelle. Ou même la simple évocation de l'épidémie de méningite de 1875 par exemple. Mais, non des moindres, nous découvrons que l'homme qui était chargé d'escorter, d'accompagner Johanna, était noir, et que comme le dit la pancarte ou l'affiche laissée sur sa dépouille, « Texas says no », le Texas dit non, « This is a white man's country ». Tout ceci n'est pas dans le roman, et tout cela a été écrit avant la mort de George Floyd et l'émergence du mouvement Black Lives Matter. Mais les noms d'hommes noirs étouffés, lynchés ou abattus ces dernières années ne manquent pas. Jordan Edwards, Botham Jean, Tamir Rice, etc., etc. Alors oui, ce film parle aussi et surtout à et de l'Amérique contemporaine. Les critiques du Masque et la Plume trouvent que cela est fait de manière, je cite, simpliste, bénette, gentillet, très visible et très lourde. Je répondrai à ça ultérieurement. Il y a tout d'abord ce que dit Johanna à un moment du film, en Kiowa. Pour avancer, il faut d'abord se rappeler. Alors est-ce Dorothy Whitehorse qui a demandé que soit ajoutée cette phrase à l'attention de la tribu Kiowa, ou est-ce Paul Greengrass qui a demandé à Dorothy Whitehorse de traduire cette phrase en Kiowa à l'attention de tous? Quien sabe? Et si Paul Greengrass voulait simplement apporter un message bienveillant, apaisant aux États-Unis qu'il héberge, pour tendre un miroir à ses hôtes à travers leur histoire, qui, dit-on, se répète si l'on n'y prête pas garde, et leur dire qu'on peut s'en sortir. News of the World est un message d'espoir. Et tant pis pour ceux qui font la fine bouche.
Pourquoi reprocher à Greengrass de nous laisser sur un happy end? Ils sont plus si fréquents de nos jours. C'est presque ça qui est devenu original, au milieu de tous ces films aux fins désespérées, douces amères ou simplement amères. Peut-on lui reprocher de nous laisser rentrer chez nous avec un sentiment de happy end, un peu de lumière au bout du tunnel par ces temps qui stagnent? Ces mêmes critiques reprocheraient-ils à Mann que Glyn McClintock ou Howard Kemp repartent apaisés, qui avec Julie Adams, qui avec Janet Leigh, et qu'il se trouve un foyer, a home, et que M. Martini, Bert, Nick et même les inspecteurs des services financiers mettent au pot pour combler la dette de George Bailey. Mais en fait, si on veut bien y réfléchir, s'agit-il vraiment d'une fin si heureuse? Le livre est là-dessus très clair. Le capitaine Kidd s'installe au Texas, dans un petit ranch, et il y fait venir filles, gendres et petits-enfants. Johanna fera partie de la famille et épousera un personnage secondaire, mais positif du roman. Le ranch prospérera et le capitaine Kidd vivra, nous dit l'auteur, encore de nombreuses années. Voilà qui est fleur bleue, ou, to put it bluntly, comme diraient les Américains, corny, ringard, niais, un vieux cliché éculé. Ici, Kidd et Johanna sont heureux. Pendant ce moment suspendu, mais pour combien de temps? Leur bonheur est sur un fil. Combien de temps Kidd pourra-t-il encore parcourir les routes avec sa petite protégée? Ceci étant dit pour rassurer un peu les grincheux. Quant à moi, la fin que nous offre Paul Greengrass me suffit. C'est l'histoire de deux personnages, à chaque bout de la vie, qui ont connu des épreuves tragiques, qui se trouvent et qui vont faire un bout de chemin et de vie ensemble. C'est donc un joli film plein d'espoir sur l'amour et la résilience. So, what else? C'est déjà pas mal, non? Un petit mot des interprètes. Tom Hanks, dont je vous épargnerai. Tom Hanks, c'est Tom Hanks. Ou Tom Hanks fait du Tom Hanks. Ou encore, Tom Hanks est bon comme d'habitude. C'est vrai qu'il est toujours juste, Hanks. Je me rappelle que, quand nous étions jeunes, Tom et moi, ou moi et Tom, comme on disait dans les westerns d'antan, j'avais lu à plusieurs reprises qu'on comparait souvent Tom Hanks à James Stewart. Le Stewart d'avant-guerre, je suppose, le Stewart qui représentait l'Américain moyen, simple, honnête, rien ingénu, rien gauche, toujours de bonne volonté et de bon sens, prêt à aider son prochain et à sauver la démocratie. Alors ce rôle de Captain Kidd n'est peut-être pas le top-notch des films de Tom Hanks, mais je l'ai vu dans quelques films où les ficelles sont plus apparentes. On lui demande ici de faire preuve de patience et de compassion, et il le fait bien. Et puis j'avais perdu cette comparaison de vue, d'une part parce que Tom a diversifié ses rôles, et que moi j'ai loupé un certain nombre de ses films. Et là, en le voyant dans ce rôle, la comparaison avec James Stewart m'est venue naturellement, sans penser à ses rapprochements antérieurs. Vous savez, le James Stewart des Deux Cavaliers, Gus McCabe. Pas le Gus McCabe qu'on voit pendant les 3 premiers quarts du film, ni celui qui a dû combattre Comanche Kiowa et commercer avec eux, puisqu'il connaît Quanah Parker, la vie quotidienne et les traditions des Comanches, ou le gunslinger pistolero reconnu. Il n'est qu'à voir comment les deux chasseurs de primes du début du film font un pas en arrière, lui parlent poliment et obtempèrent sans rechigner, dès qu'ils apprennent son nom, pour voir qu'il a été un as de la gâchette craint et respecté. Mais le McCabe d'avant ces périodes, qui devait avoir un bon fond puisqu'il le retrouve grâce à Elena de la Madriaga. Et puisque je parle d'Elena de la Madriaga et des Deux Cavaliers, le bivouac de Kidd et de Johanna, lorsqu'ils entendent les chants Kiowa dans la nuit, n'est pas sans rappeler celui de McCabe et Elena. Mais dans La Mission, on ne voit pas Stonecalf sortir de l'obscurité, ou Lost Bird venir rechercher sa petite sœur. Hanks, le Captain Kidd, m'a donc fait penser au Gus McCabe d'avant, ou celui de la fin du film, retrouvé, purgé de son cynisme, que l'amour pour Helena a amené à la rédemption. Quant à l'autre Helena, la jeune Helena Zengel, alors Paul Greengrass s'attendait à devoir faire passer des centaines de castings pour trouver sa Johanna, mais l'affaire fut réglée en moins d'une dizaine de jours. Helena fut repérée par le producteur de la mission lors du festival du film de Berlin. Ce dernier dit à son assistant « Look what she can do with her eyes ». Atout supplémentaire, Helena était cavalière. Non, vraiment, cette jeune Helena, elle est bouleversante, elle est juste, elle irradie littéralement, quoi. Donc, comme aurait dit Roberto Benigni, « Ma, cette petite fille, elle est époustouflante. Je suis époustouflé !» On peut saluer la volonté de Paul Greengrass d'employer une jeune Allemande, alors que celle-ci ne s'exprime qu'en kiowa et a 4 mots à dire en allemand, et qu'une jeune Américaine aurait sans doute pu s'acquitter du rôle.
Tom Hanks sut mettre la jeune Helena à l'aise en jouant avec elle lors du tournage, et cette alchimie se ressent dans le film. De plus, tous les deux, et d'autres membres de l'équipe, éprouvèrent une telle sympathie pour Dorothy Whitehorse, qui est la conseillère Kiowa sur le film, que bon nombre d'entre eux l'appelèrent Grandma pendant le tournage. Et une dernière anecdote concernant les acteurs. Lorsque le capitaine Kidd ramène Joanna chez elle, dans la colonie allemande, le jeune cavalier qu'il croise et à qui il demande s'il sait où habitait Leonberger n'est autre que Truman Hanks, l'un des enfants de Tom. Maintenant, j'entends celui qui a levé les yeux au ciel tout à l'heure susurrer à l'oreille d'Yves. « Tu vas voir qu'à un moment, il va nous fourguer son couplet sur le vieux borgne irlandais. » Eh bien justement, sur les quelques 140 à 150 commentaires sur le post de Merege, un seul fait référence à John Ford et à The Searchers, la prisonnière du désert. Et oui, Ford bien sûr. Qui dit western plus fillette captive doit immanquablement convoquer le souvenir de ce film. Paul Greengrass lui-même dit, je cite, « Révérer John Ford ». Et comment éviter les comparaisons, les références? Les premières, on peut. Quant aux secondes, ceux qui n'ont pas encore vu le film pourront s'amuser à en chercher. J'en ai pour ma part relevé 4 ou 5, plus une ou deux à venir. Je vous en donne déjà 2 ou 3. C'est la dernière mission d'un vieux capitaine à la retraite, qui se rend sur la tombe de son épouse, et y dépose sa montre à gousset, dans laquelle il a placé son alliance. Une belle idée, je trouve. Montre à gousset dont on se demande s'il y a gravé à l'intérieur « Lest we forget ». Heureusement, Greengrass évite d'y faire à son vieux capitaine le rapport des dernières nouvelles. Ce News of the World est partiellement une prisonnière du désert inversée, puisque, dans The Searchers, l'histoire porte sur la quête et la captive n'est retrouvée qu'à la fin, et le héros, raciste, repart seul errer dans les vents. Dans News of the World, le héros est flanqué de la jeune captive dès le début. Il la ramène à sa famille, mais grâce à elle, lui ne finira pas seul à errer entre les vents. À la fin, Ethan viendra libérer Debbie des griffes de Scar, et Kidd libérera Joanna de sa famille allemande. Là où Ford nous montre des femmes blanches devenues folles suite à leur captivité dans The Searchers, ou fait expliquer le travail des femmes indiennes par James Stewart dans To Row Together, les deux cavaliers, Greengrass, lui, nous montre une fillette équilibrée, et le travail des femmes blanches, trimant dans les champs, montrant que la situation des femmes pionnières n'est guère plus enviable que celle des femmes prisonnières. Voilà pour l'empreinte de Ford. Et puis dans une partie que j'intitulerai partie fourre-tout, où il y en a un peu plus, je vous le mets quand même, quelques remarques et oublis divers. Toujours en ce qui concerne les comparaisons avec d'autres films d'abord, j'apprécie beaucoup plus le rôle de Joanna Seagal que celui de Dresser avec le poing, par exemple, dans Danse avec les loups, avec une Mary McDonnell qui est toujours échevelée et au bord de l'hystérie. La poupée abandonnée par Debbie sur la tombe de sa grand-mère dans The Searchers, et la poupée retrouvée par Joanna dans les restes de sa maison. Le fait que Joanna se fasse, semble-t-il, rapidement à cette nouvelle vie, tient non seulement à la douceur et à la patience de Kidd, mais aussi au fait qu'elle retrouve avec lui des repères de sa vie d'avant, une vie nomade et la lecture de nouvelles, une certaine forme de storytelling, la lecture par un conteur des Winter Counts, des calendriers Kiowa, ces peaux peintes comme on en voit une dans The Unforgiven. 2 scènes qui se répondent, où chacun des deux esselés devra faire son deuil en entrant dans une maison vide et qui continuera son chemin vers la résilience. Et certains passages de News of the World m'ont fait penser à d'autres westerns que ceux de Ford. Alors, intentionnels ou fortuits, nocés. Mais je vous en fais part, juste pour le plaisir. Alors il y a Joanna découvrant le sucre, comme Wind in His Hair dans Danse avec les loups. Les miliciens d'Herat tombant à l'improviste sur Kidd et Joanna, au détour du chemin, comme les têtes plates sur Jeremiah et Delgoué, l'un d'eux passant sur le côté, derrière Kidd et Joanna, pour inspecter le chariot, et découvrant les trous faits dans la carriole, comme le tête plate découvre les scalps pris par Delgoué. Il y a Farley et son haut de forme cabossé,
qui m'a fait penser à John Huston dans Man in the Wilderness, et toute ressemblance avec un personnage existant et ayant de hautes fonctions aux États-Unis à l'époque du tournage n'est peut-être pas fortuite, mais il rappelle aussi, et plus encore, le malsain et dangereux Gannon, John McIntyre, pseudo-homme de loi, qu'il interprète à son propre avantage, dans The Far Country, Je suis un aventurier, d'Anthony Mann, et les règlements de compte entre héros et méchants présentent d'ailleurs certaines similitudes dans les deux films. Il se passe de nuit, par exemple. Et en voyant le jeune John Calais se joindre à Kid et Joanna après Herat, je me suis dit, ils vont quand même pas nous la jouer, José Wells formant autour de lui une espèce de petite communauté de réprouvés et d'opprimés. Mais ouf, non. Et puis j'avais été étonné par la réflexion du Yosemite, qui a toujours l'œil, faut le dire, concernant les vues par drone. De nombreuses scènes filmées à partir de drones, disait-il. Je n'en avais pour ma part repéré que 2 ou 3. L'une de l'entrée du bétail en ville, et j'avais trouvé que c'était plutôt une bonne idée, ceci étant le seul angle de vue original que nous n'avons pas encore vu d'une entrée de bétail dans une ville, de Red River aux épisodes de Rawhide. Et puis je l'ai entendu dans l'émission Le Masque et la Plume. Et puis là, ça m'a paru être un argument du style « qui veut noyer son chien l'accuse de la rage ». J'ai donc revu le film et je me suis concentré sur les prises de vue par drone. Bon, il y en a une dizaine, à tout casser une dizaine. Bon, il y en a une petite dizaine, entre 6 secondes et 10-15 secondes au maximum, quoi. Et ça ne dépasse pas 1 minute et demie dans l'ensemble du film, qui fait 2 heures. Bon, en dehors de cette entrée du bétail, que je trouve pas mal, et 3-4 autres prises de vue d'ensemble des paysages qui sont magnifiques, bon, ok, je veux bien admettre que par la suite, ça en devient un peu répétitif, convenu ou facile. Mais bon, soit c'était le drone du gamin du voisin, et puis bon, on a voulu le laisser jouer un petit peu, soit on l'avait loué pour la journée, et puis bon, là, il fallait quand même rentrer un petit peu dans son argent. Mais voilà, quoi, il n'y a pas non plus moins d'1 minute et demie en tout. Bon, c'est minime donc. Et ça m'a, je dois dire, beaucoup moins dérangé que les images générées par ordinateur, que celles du Revenant, par exemple. Mais le Revenant, c'est Inarritu avec DiCaprio, donc bon, on ne dit rien. C'est un peu comme ceux qui, pour démolir Shane Autumn, ne retiennent sur les 2h34 ou ne mettent en avant que l'épisode de Dodge City ou que les 3-4 minutes de transparence d'Edward G. Robinson à Victory Cave, sans qu'ils reconnaissent la raison, mais qui ne reprocheront pas ce procédé ou l'étoile peinte à Mann, par exemple. On ne reproche rien à Mann, c'est de la posture. C'est de la posture de ne rien lui reprocher. Alors qu'on ne se méprenne pas, qu'on ne fasse pas de raccourcis, cela ne vise aucunement Yosemite, qui lui fait simplement la remarque. Je vise plutôt par là ceux qui s'en sont servis pour descendre le film. Tous ces westerns des années 2010, News of the World, Hostile, The Homesman, Woman Walks Ahead, ont plusieurs choses en commun, outre le fait d'être tournés au Nouveau-Mexique. Elles racontent des histoires de voyages et de rencontres. Et il y a cette mélancolie d'une prise de conscience, enfin, d'une rencontre manquée, gâchée, entre deux cultures, et qui n'excuse, ne justifie plus ni l'un ni l'autre des deux côtés, reconnaissant des torts aux deux parties. Et bien voilà, ce podcast s'achève, et j'espère que... Comment ? Claude ? Eh, quoi l'ami, pas un mot sur les Indiens ? Tu dis Yves ? Et les Kiowa alors ? Bon alors je vais être très clair. Je vais vous faire une réponse à la John Wayne dans Le Grand McClintock. Well now, Pilgrim, expected me to say a few words about them Kiowas, didn't you? But I won't. The hell I won't. Oui, les Indiens, donc les Kiowa. J'espère que vous n'allez pas dire que je tire à moi la couverture en vous parlant un peu des Indiens du film. Alors, bon, ces Indiens, ces Kiowa, on ne fait en fait que les apercevoir à 2 reprises. La première de nuit, au loin, de l'autre côté d'une rivière en crue. La seconde, des ombres passant dans une tempête de sable. Et on les devine une 3e fois, un chant dans la nuit, simplement, à quelque distance. Et pourtant, pour cela, Paul Greengrass n'a pas utilisé des Latinos, qui auraient fait l'affaire, ou même n'importe quels Indiens, des Navajos du coin du tournage. Leur chant aurait tout aussi bien fait le truc, quoi. Ils se ressemblent tous. D'autres l'ont fait. Stranger in the night. Na, 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 na. Non, pour ce choix, comme pour celui d'une jeune Allemande pour interpréter Joanna, Paul Greengrass a fait preuve de ce qu'on appelle l'honnêteté intellectuelle.
et il a voulu une majorité de Kiowa. Il a donc demandé à Laurie Latham, responsable du casting, de prendre contact avec la tribu Kiowa, et un groupe de Kiowa de tous âges, de 9 à 85 ans environ, parti donc d'Oklahoma pour le tournage au Nouveau-Mexique. Et à ce qu'on m'a dit, they were treated good, they were fed good, they were paid good. Mais toute cette honnêteté intellectuelle pour quelques secondes de présence à l'écran? J'ai vu quelques extraits supplémentaires et il faudra sans doute attendre soit la version longue, soit les scènes coupées dans les bonus du DVD ou du Blu-ray à venir. Alors, tout ça pour ça? Dans le livre de Apologize, les Indiens n'apparaissent qu'une seule fois. Seule la première scène est décrite, celle qui représente des Indiens transhumants de nuit de l'autre côté de la rivière, où Johanna, Eitopodle, manque de les rejoindre. Alors faites-moi dire ce que je viens de fredonner, c'est-à-dire que, sincèrement, je ne pense pas qu'il y ait là une référence ou un clin d'œil de Greengrass à Ford. Mais la tentation était trop forte. Pour moi, ces images furtives, fugitives, pour tout dire fantomatiques ou même quasiment fantasmagoriques des Indiens, sont bien entendu signifiantes. Les Indiens disparaissent. Comme les vieux capitaines, they are fading away. Bientôt, ils ne feront plus partie de la photo. Mais jamais leur présence ne sera effacée. Nomen est omen. Chaque fois que l'on parlera du Texas, de l'Oklahoma, de Manhattan, du Massachusetts, que l'on susurrera le nom du Mississippi, de la Susquehanna, de la Shenandoah, ils surgiront des limbes. Leur présence sera là, comme un chant dans la nuit. Pour l'occasion, j'ai donc dressé une liste des westerns qui mettent en scène des Kiowa. Ils sont peu nombreux. Je suis arrivé à une petite vingtaine à peu près. Et je vais vous en épargner l'énoncé. Mais quasiment tous ne montrent les Kiowa que comme étant n'importe quels Indiens des plaines, c'est-à-dire coiffe de plumes, chemise en peau frangée, des you-you et tout est joué, quoi. Aucun trait culturel n'est jamais montré. Et je dirais que pour moi sortent du lot 3 films. The Daughter of Dawn de 1920, où tous les rôles sont interprétés par des Comanches et des Kiowa, à l'exception des 2 premiers rôles. The Unforgiven, Le Vent de la Plaine, que Huston a tort, à mon avis, désavoie, et The Road West, pourtant une petite série B. Ici, dans la mission, on n'a donc que quelques apparitions fantomatiques de quelques secondes, et pourtant, je n'hésiterai pas à dire que, à mon avis, il s'agit du meilleur film traitant des Kiowa. L'ironie de la situation étant qu'en fait, tous les traits culturels Kiowa passent au travers d'une jeune captive d'origine allemande. Et la réussite est due à 3 personnes. Laurel J. Watkins, professeur d'anthropologie et de linguistique spécialisé dans le Kiowa, professeur émérite du Colorado College à Colorado Springs, Dorothy Whitehorse DeLone, sur qui je reviendrai, et bien sûr la jeune Helena Tsengel. Parmi les signes les plus connus, les plus évidents de ces traits culturels, il y a bien sûr là où les couvertures portées par Johanna au long du film. Couverture sur laquelle je reviendrai, et dont le port pouvait être codé ou codifié dans certaines occasions. Lorsqu'on s'en couvrait la tête, par exemple, ça pouvait signifier la colère, la tristesse, la résignation, ou encore le côté gauche, l'épaule dégagée, que l'on n'était que à prendre, etc., etc. On remarquera aussi que Johanna est une grande marcheuse. On la voit ainsi à pied à côté du capitaine Kidd à cheval à l'entrée en ville, alors que Kidd possède un cheval de bas. On remarquera lors de l'entrevue avec les Kiowa que, effectivement, les femmes marchent alors que les hommes sont à cheval. Je ne vous ferai pas l'injure de vous expliquer pourquoi. Mais bon, ça me rappelle également la blague assez connue de l'Indien à qui on demande pourquoi il est à cheval alors que sa femme marche à pied à ses côtés. Et l'Indien, surpris par une question dont la réponse est d'une telle évidence, jette un « elle n'a pas de cheval ». Mais il en est un qui ne devrait pas vous échapper non plus. Vous devriez vous dire « ces Kiowa, ces Indiens, ils chantaient tout le temps ». Effectivement, nous avons droit à 5 extraits de chant. Celui des Kiowa eux-mêmes, de nuit, au coin du feu, et à 4 reprises, ceux transmis par Johanna. Lorsqu'elle mange à la pension de Madame Gannett d'abord, comme un enfant qui chantonne dans un environnement inconnu qui l'effraie, pour se rassurer, ou parce qu'elle fait abstraction du monde extérieur. À ce moment-là, Johanna fredonne une chanson, extraite d'une légende du héros culturel Kiowa Saint Day, hypnotisant en quelque sorte les chiens de prairie par son chant, afin de pouvoir les dévorer. Plus tard, nous aurons une berceuse ou une comptine, un chant de victoire que Johanna adapte aux circonstances de leur victoire, tout en imposant 3 mains peintes sur le cheval de Kidd, 3 mains qui représentent les 3 morts d'Almé et ses 2 complices. Chez les Indiens, chaque occasion avait,
a droit à son ou à ses chants. Chants de guerre, de voyage, de deuil, pour honorer la mémoire d'un mort, pour honorer un vivant, etc., etc., sans compter les chants de cérémonie. Puis il y a les attitudes, les gestes, les réactions de Johanna, jusqu'à d'infimes détails. Je vous passe celui des cheveux coupés en signe de deuil, puisque d'une part il est expliqué dans le film, et d'autre part tout le monde connaît depuis Danse avec les loups. Bon, alors je vous en donne un autre. À un moment, Kid pointe Johanna du doigt, et celle-ci se retire vivement. Et pour s'assurer que ce détail n'échappera pas au spectateur, Greengrass nous fait même un bis repetita. Dans la culture traditionnelle, on ne pointe effectivement pas quelqu'un du doigt directement. C'est non seulement considéré comme malpoli, comme ça peut l'être chez nous, mais comme un geste accusateur, et plus encore, on touche là à une croyance plus profonde. Il est question de pouvoir, d'esprit, de medicine. On pense ainsi que celui qui pointe du doigt veut insuffler sa volonté, son pouvoir, ou à l'inverse, prendre l'énergie de celui qui est pointé. Pointer du doigt une personne, ou même un animal, un arbre, un objet, est traditionnellement un no-no, encore largement partagé dans les communautés amérindiennes. Tous ces détails n'ont pu être pensés, conseillés que par un ou une spécialiste de ces cultures des Indiens des plaines, et en l'occurrence, quelle meilleure conseillère que Dorothy Whitehorse. Un seul regret, cependant, l'absence ou la quasi-absence de la langue des signes, alors que les Kiowa étaient considérés parmi les meilleurs signeurs de cette langue des plaines. Et, parmi ces nombreux détails, en voici un qui, pour les critiques cinéphiles, n'a aucun intérêt, mais qui, pour les Kiowa et les Indiens en général, veut dire beaucoup. C'est le rôle de la couverture. Jean-Louis Letras a consacré une étude, un livre entier très intéressant, sur le rôle de la couverture dans The Searchers, intitulé « John Ford, la prisonnière du désert, une tapisserie Navajo ». La couverture dans le Vieil Ouest est intimement liée à l'Indien. Dans The Searchers, Ethan traite dans la VO Marty, le métis au 8e de sang Cherokee, de Blanket Head, devenu Blanc-bec en français, dans la version française, ce qui perd la référence à l'Indien. Plus tard, Marty, pensant avoir acheté une couverture, se retrouve avec une épouse Comanche sur les bras. Jean-Louis Letras avait même repéré et analysé le choix de 2 couvertures qui pendent à l'extérieur de la maison des Edwards au début du film, à l'arrivée d'Ethan. On retrouve cette référence à cette association ou métaphore indien couverture dans Cheyenne Autumn, les Cheyennes, toujours du même Jack Ford. Le capitaine Archer à son sergent-major. « Allons, Wychowski, voyons, vous avez déjà combattu des Indiens. »« Oui, mais des Indiens qui voulaient bien se battre. Not just some poor starving blanket-heads trying to go home. » Dans cette mission, Nouvelle du Monde, on voit Johanna endosser, se pelotonner dans au moins 2 couvertures. L'une ou l'autre l'accompagneront tout au long de la plupart du trajet, un peu comme Linus, ou comme un doudou protecteur, un bouclier magique contre l'extérieur. Elle s'accroche à son indianité. Il est une expression américaine qui dit « he or she's gone back to the blanket ». Il ou elle est retourné à la couverture, pour désigner un Indien ou une Indienne que l'on croyait intégré, assimilé à la culture dominante, et qui retourne à ce que les Blancs qui utilisent l'expression appelleraient la sauvagerie, à la réserve, à sa culture d'origine. Après avoir livré Johanna à ses parents allemands, Captain Kidd bivouaque seul. Paul Greengrass nous le montre alors enveloppé dans cette couverture, portée par Johanna dans la majeure partie du film. Bon, ça signifie simplement que la couverture était à lui, et que les nuits texanes sont froides. Il voit un symbole supplémentaire qui veut. Plus tard, lorsqu'il retrouve Johanna attachée à un piquet, celle-ci porte une vieille couverture uniforme, loin de celle colorée et pleine de motifs qu'affectionnent les Indiens. Elle est sale et pleine de trous. Les Leonberger lui ont donc fourni une couverture, sans doute à sa demande, sale et trouée. Cela montre-t-il le peu d'intérêt qu'ils lui portent, ou reflète-t-il leur propre pauvreté? Lorsqu'on voit leur intérieur austère, on peut se poser la question. Ce n'est pas l'intérieur des Jorgensen. Et enfin, si le fait que la couverture soit sale et trouée est déjà en soi significatif, le fait qu'elle soit uniforme, lorsqu'on sait que les couvertures à motifs portées précédemment par Johanna racontent chacune, selon les motifs, une histoire, ce détail n'est sans doute pas anodin. Lorsque Johanna lâche enfin sa couverture, son voyage est terminé. Elle a enfin gagné la sérénité. Et pour conclure, Paul Greengrass a peut-être fait un film dans lequel il ne se passe rien, ou dans lequel certains ne trouvent rien, ne voient rien, mais il l'adresse d'abord aux Américains, aux Texans moyens, aux fermiers du Middle West,
à tous ces Américains qui vont encore voir des westerns, parce qu'on leur y parle de leur histoire, et qui, dès qu'on leur parle de leur pays, sont patriotes à fleur de peau et premier degré. Ceux qui ont été séduits par les discours de Donald Trump, parce qu'il ne comptait que 400 mots. Alors oui, on peut considérer ce message simpliste, béné, lourdingue, mais il est fait pour être compris par une majorité, et la critique lutesso-centrée et intellectualisante n'a certainement pas été le cœur de cible, la priorité de Greengrass. Il s'adresse avant tout à ces Américains perdus, déboussolés, en manque de confiance, à une Amérique fracturée, et avec qui il faut faire montre de gentillesse, de patience et de compréhension, plus que lui servir un discours moralisateur qui risque toujours de brusquer et de radicaliser. Il s'agit ici d'un voyage d'espoir, réparateur, réconciliateur. Greengrass est dans le healing process. Il s'adresse également aux spectatrices et aux spectateurs qui ont traversé une épreuve douloureuse, pour leur montrer que la résilience est possible, et il s'adresse tout simplement à toutes celles et à tous ceux qui savent ouvrir leur cœur. Et pour boucler la boucle, ce film donne la parole aux Kiowa, dont la langue, le Koitonga, est en voie d'extinction, puisqu'elle n'est plus parlée que par quelques dizaines de locuteurs, dont la plupart a dépassé les 80 ans. Et leur porte-parole est une fillette allemande de 10 ans. Il renvoie aux Kiowa une image d'eux un peu réparée. Ce film est donc non seulement pour tous un homecoming, un retour chez soi, mais c'est aussi de la part de Paul Greengrass un beau cadeau à la petite nation Kiowa, quelque part, là-bas, au fin fond de l'Oklahoma. Si vous souhaitez retourner au chapitre précédent, The Kiowas at Last, tapez 1. Pour écouter le premier bonus, tapez 2. Si vous souhaitez passer directement au deuxième bonus, tapez 3. Pour dire le mal que vous pensez de ce podcast, ne tapez pas. Pour écouter ce podcast en version luxembourgeoise, faire une version op Letzerboyisch, type 5. Bonus 1. Attention, celui-ci va être rapide, alors si vous éternuez, vous risquez de le rater. Mais bon, vous ne raterez pas grand-chose de toute façon. Et je l'avoue d'emblée, il est à peu près aussi crédible, c'est-à-dire tiré par les cheveux et improbable, que de voir une volonté de Greengrass d'avoir pensé ou de vouloir faire penser à Shall We Gather at the River, lorsque Johanna tente de rejoindre les Kiowa près de la rivière. Mais comme j'y ai pensé immédiatement en entendant l'expression, je le partage avec vous parce que, même si elle est totalement délirante, l'idée me plaît bien. Alors voici. Au début du film, lorsque Kid veut se débarrasser de Johanna, en la confiant à l'armée, il explique pour passer en tête de la file d'attente qu'il a « a lost child », un enfant perdu. Un enfant perdu. Comme dans Peter Pan, où les enfants perdus se réfugient dans leurs rêves, où vivent les derniers Indiens. Bonus 2, qui risque d'être tout aussi rapide et tout aussi inintéressant que le premier. Je vous ai dit tout à l'heure avoir dressé une liste des westerns dans lesquels les Kiowa étaient représentés, et en avoir trouvé une petite vingtaine. Alors je tiens à préciser ici que, bien sûr, je n'ai pas tenu compte d'épisodes de séries comme Rawhide ou Gunsmoke, Police des Plaines. Le décompte ne pouvait alors être exhaustif. Mais j'y ai fait entrer 2 téléfilms, The Bravos et Black Fox, qui, s'ils ne déméritent pas, ne se démarquent pas des autres non plus, qui utilisent uniquement le nom Kiowa pour le plaquer sur des types à cheval et à plumes, en général la tête près du bonnet, à plumes. Dans la mission, pas une plume. J'ai même compté des films comme Last of the Comanches, Le sabre et la flèche, Nevada Smith, War Wagon, La caravane de feu, et Soldat bleu, dans lesquels les Kiowa n'ont qu'une portion congrue. Bonus 3. Alors j'avais tout d'abord pensé vous faire un petit topo sur la tribu, la nation Kiowa, mais bon, l'entreprise me dépasse un peu, et je pense que celles et ceux chez qui ce podcast, ou mieux le film, pourrait avoir éveillé la curiosité, n'ont qu'à taper ce nom et en 1 ou 2 clics, ils trouveront suffisamment d'informations.
et ils en sauront plus que je n'en sais et ne pourrai en dire. Et puis non, je me suis dit que j'allais plutôt vous parler d'un personnage dont j'ai évoqué le nom à l'occasion d'un des chants entendus dans le film. Saenday. Saenday est un personnage complexe des mythes, des légendes et des histoires Kiowa. Et il est généralement appelé le héros culturel fondateur du peuple Kiowa. Alors Saenday, c'est un peu comme une fusée à 3 étages. D'une part, c'est en effet lui qui fit surgir les Kiowa des entrailles de la terre, c'est lui qui apporta le soleil afin qu'il chauffe et éclaire la terre, et c'est lui qui donna les bisons au peuple des plaines, et donc surtout aux Kiowa. Ce pourquoi il faut déjà avoir de sacrés pouvoirs. Et puis, Saenday est le personnage principal d'un certain nombre de contes étiologiques, c'est-à-dire qui expliquent pourquoi les choses sont comme elles sont, suite à la volonté ou à une gaffe de Saenday. Pourquoi le chat sauvage a le nez retroussé, pas de queue et le pelage tacheté? C'est parce qu'un jour il a croisé le chemin de Saenday. Pourquoi les chiens ne parlent plus mais s'expriment uniquement par le regard ou en aboyant et remuant la queue? C'est Saenday. Et enfin, il y a le Saenday de tous les jours, l'anti-héros, et celui-là devrait nous rappeler quelqu'un. Saenday est ce qu'on appelle un trickster, un joueur de tours, un décepteur comme dirait Claude Lévi-Strauss. Alors il est l'équivalent ou le proche parent des autres tricksters, des légendes et des histoires amérindiennes. Iktomi, l'araignée des Sioux, Veho chez les Cheyennes, Coyote des peuples du sud-ouest ou Corbeau chez ceux du nord-ouest. Si ce n'est que Saenday, lui, il a forme humaine. Le trickster, donc, joue des tours aux humains, aux animaux, aux pierres, car à cette époque-là, tous les éléments de la nature étaient dotés de la parole, pour obtenir quelque chose que lui n'a pas. Il est donc tricheur, filou, gourmand, vantard, menteur invétéré, un envieux, avide, éternellement insatisfait, et il serait volontiers paresseux s'il n'avait pas toujours à inventer un stratagème pour acquérir quelque chose qu'il a vu un autre posséder. Et il est égoïste et se croit toujours plus malin que les autres. Mais comme c'est aussi, ou en plus, un maladroit pitoyable et un gars qui a une déveine insolente, il est très souvent la première, voire même l'unique victime de ses propres tours, de son avidité. Tel est prix qu'il croyait prendre, il ne faut pas avoir les yeux plus gros que le ventre, etc. Toutes les histoires de Saenday commencent par Saenday aan Heidel. Saenday was coming along. Saenday was walking along. C'est-à-dire, Saenday passait par là, Saenday se baladait. Et suit en général une aventure ou une mésaventure. Saenday est toujours bien vivant, et une amie m'a dit que pendant l'ère Trump, des histoires couraient en pays Kiowa sur Saenday et Donald T. Alors je lui ai demandé de m'en raconter une ou deux, mais elle m'a dit en riant que cela ne pouvait pas se dire au téléphone. Et si vous mangez des fraises en février, c'est la faute à Saenday. Si les pangolins disparaissent malgré leurs écailles, c'est encore un coup de ce vieux Saenday. Si Marc rentre chez lui un soir et découvre que sa cave à whisky est vide, c'est qui Saenday est passé par là. Et si en ce moment vous vous promenez dans un supermarché et que dans un rayon vous pouvez acheter un téléviseur mais pas un réfrigérateur, des jeux vidéo mais pas d'autres jouets, un body pour bébé mais pas un t-shirt pour un petit garçon de 3 ans, n'en doutez pas, c'est encore Saenday qui est passé par là. Bon, mais maintenant que je vous ai expliqué qui est Saenday, je ne peux pas vous laisser sans l'illustrer par une histoire. Étant donné que ces histoires ont été écrites, sont parues dans des livres, je pense que je peux vous en raconter sans avoir à demander l'autorisation d'Elders. Certains non-indiens vendent des traditions comme des sweat lodges ou reproduisent des motifs perlés, qui sont généralement des motifs qui sont des résultats de rêves, de jeûnes, de visions, d'histoires personnelles ou tribales, sans en demander aucune permission, mais je sais que cela peut être mal vu, au mieux perçu comme un manque de politesse par une certaine partie des Indiens, même s'ils n'en disent souvent rien ouvertement. Quand cela ne fait pas intervenir d'argent, pour des choses qui devraient être gratuites, c'est moitié mal. Bon, ceci dit, il faut quand même que vous sachiez que je risque ma vie, moi, à vous raconter des histoires de Saenday. Tout d'abord parce que je ne suis pas un conteur, et que je risque donc de repartir sous vos colibés couverts par l'anonymat. Mais aussi parce que, traditionnellement, chez les Kiowa, mais aussi je crois chez la plupart des peuples des plaines et plateaux, on ne pouvait raconter les histoires qu'en hiver, sous peine à d'autres saisons d'être piqué ou mordu par un serpent. Et les histoires devaient être contées et donc écoutées après la tombée du jour. Celles et ceux qui enfreignaient ce précepte, cet avertissement, risquaient de voir leur nez tomber. C'est pourquoi j'enregistre ceci le soir, et je vous demanderai de l'écouter de même. Il faudrait quand même pas que certains soient obligés de changer leur pseudo, de Sitting Bull à Fallen Nose par exemple. Quoique, lui, normalement, il sait.
Et pour ce qui est de l'hiver, j'enregistre pendant les seins de glace, alors avec un petit coup de pouce et d'entourloupette de Saint-Day, ça devrait passer. Alors, on y va? Vous savez encore par quoi ça va commencer? Bien! Enfin, presque. Comme je vais vous raconter la première de ces légendes, on commence par, vous savez, tout a dû commencer un jour. Et voici comment ça s'est fait. Et ensuite, Saint-Day an Heidel. Saint-Day was coming along. Saint-Day se baladait. Bien! Sauf que, pour les deux premières légendes, il faut ajouter in darkness, dans l'obscurité, dans le noir, dans les ténèbres, puisque Saint-Day ne connaissait pas encore les Kiowa et n'avait donc pas vu l'utilité du soleil. Il n'ira chercher le soleil qu'au cours de la deuxième histoire. La deuxième débutera donc également par Saint-Day se baladait dans l'obscurité. Vous le savez, toute chose a eu un commencement. Alors voici. Saint-Day an Heidel. Saint-Day was coming along in darkness. Saint-Day se baladait dans la ténèbre. Il était seul et curieux du monde qui l'entourait, et il errait dans un monde obscur, où il n'y avait ni êtres humains ni animaux. Trébuchant tout du long, il avançait, les bras tendus, et il toucha quelque chose devant lui. Il inspecta la surface rugueuse avec ses mains et ses doigts, avec précaution, et il reconnut le tronc d'un peuplier. Fatigué et démoralisé d'être seul, sans but, il s'arrêta pour se reposer. Et comme il se reposait, il entendit des bruits étranges venant de sous le tronc creux du peuplier. C'étaient des voix. Saint-Day tapa sur le tronc en criant « Qui est là? Qui êtes-vous » La réponse ne se fit pas attendre. « Nous sommes des gens. Nous voulons passer de ton côté du monde. Aide-nous » Surpris, mais enthousiaste et impatient, Saint-Day tâtonna et trouva une ouverture dans l'écorce. Il regarda à l'intérieur du tronc creux, mais ne vit que l'obscurité souterraine. Il fit passer sa main, son avant-bras, par le trou, et cria « Que l'un de vous prenne ma main, et tenez-vous tous par la main, et je vous hisserai jusqu'à moi. » Alors ici, il faut que j'ouvre une parenthèse, car les versions du mythe varient à cet endroit. Selon l'une d'elles, les créatures vivant dans des grottes souterraines étaient des fourmis, et selon une autre, il s'agissait d'humains, mais que Saint-Day avait transformés en fourmis pour les faire passer dans le conduit du peuplier creux. Et il les aurait transformés ou retransformés en humains à leur sortie sur Terre. Saint-Day tira les créatures à lui, et peu à peu elles surgirent sur cette partie du monde. Mais, et là aussi les versions divergent légèrement, une femme enceinte, ou une fourmi femelle enceinte, ou simplement une grosse femme, voulut passer avant les autres, alors qu'on lui avait dit d'attendre, n'écoutant personne et jouant des coudes. Mais arrivée au milieu de la cheminée, elle resta coincée, ne pouvant ni avancer, ni reculer. Et les efforts des uns tirant vers le haut et des autres en bas poussant n'y firent rien. Plus aucun de ceux qui étaient sous terre ne put passer. Ceux qui avaient réussi à ramper à l'extérieur se rassemblèrent, se groupant autour de Saint-Day. Se penchant vers eux en souriant, Saint-Day leur dit « Saint-Day Arkan, Deon de Aimbon. My name is Saint-Day. I'm happy to see you. Je m'appelle Saint-Day et je suis heureux de vous voir. En tant que votre ami, je vous enseignerai comment vivre dans ce monde, comment vous nourrir et comment être heureux. Je serai votre oncle Saint-Day et vous serez mon peuple. » Ceux qui étaient sortis prirent le nom de Kuda, c'est-à-dire coming out, sortant, ou ceux qui sortent. Ce sont le peuple principal, les Kiowa proprement dit. Et à cause de la femme enceinte, les Kiowa ont toujours été une petite tribu. Et j'ajouterai, c'est pourquoi lorsqu'ils arrivèrent dans les plaines du sud, les Kiowa, judicieusement, s'allièrent aux puissants, redoutables et redoutés Comanches. C'est pourquoi aussi, ils prenaient souvent lors de leurs raids des enfants captifs, mexicains, anglo ou allemands. Mais en fait, ce qui m'a amené à vous parler de Saint-Day, ce n'est pas cette histoire, c'en est une autre. Ceux qui ont vu le film se rappellent peut-être du cri du chien de prairie, du moins comme entendu par les Kiowa. Chikou, chikou, chikou. Non? Alors écoutez. Merci, maman. Non, on ne se sert pas de ses mains et de ses doigts. Bon, regarde. Tu prends ça, une cuillère. C'est avec ça qu'on mange. Une cuillère.
On chante pas. C'était donc le chant et le cri des chiens de prairie, extrait d'une histoire de Sunday. Histoire que je vais vous raconter maintenant, pour le même prix, sans augmentation du prix des consommations. Et ça commence bien sûr par Sunday on Heidel. Sunday was coming along. Sunday se baladait. Sunday se baladait, et ce jour-là, il vit un village de chiens de prairie. Ils étaient tous bien gras, et cela donna faim à Sunday. Mais quand il s'approcha, ils s'enfuirent dans tous les sens, et sautèrent dans leur terrier. Alors, Sunday vit un bout de bois par terre, et cela lui donna une idée. Il ramassa le bâton et l'agita au-dessus de sa tête. « Revenez, revenez, revenez » cria-t-il. « Revenez et je vous enseignerai ce qu'est la danse. Je vous apprendrai à danser. Je frapperai le sol avec ce bâton et vous n'aurez qu'à danser. Il suffit de suivre le rythme. » Sunday commença à chanter et à frapper avec le bâton sur le sol. « Tsado, tsado, ton bateau, tsado, tsado, ton bateau. » Bientôt, les chiens de prairie, qui sont curieux, refirent surface. Ils sortirent de leur terrier. Ils se dressèrent sur leurs pattes arrière et leurs petites pattes supérieures en avant. Ils se mirent à danser. Ils balançaient leur petite queue au rythme de la musique de Sunday. Tsado, tsado, ton bateau, tsado, tsado, ton bateau, et batonto. Fermez tous les yeux et continuez à danser jusqu'à ce que le chant soit terminé, dit Sunday. Et il continua à battre le rythme et à chanter. Tsado, tsado, ton bateau, tsado, tsado, ton bateau, et batonto. Et les chiens de prairie dansaient et ils s'amusaient. Tsado, tsado, ton bateau, tsado, tsado, ton bateau, et batonto. Sunday chantait « Chien de prairie, remue la queue. Chien de prairie, remue ta queue. » Ensuite, il ajouta « Jusqu'à ce que tu sois fatigué et tombe de sommeil. » Tsado, tsado, ton bateau, tsado, tsado, ton bateau, et batonto, oyankolotse, oyankolotse. Quand Sunday vit que les chiens de prairie avaient fermé les yeux, il continua à chanter, mais il les frappa sur la tête en mesure avec son bâton. Un coup de battement sur le sol, un coup sur une tête. Un coup de battement sur le sol, un coup sur une tête. Un coup de battement sur le sol, un coup sur une tête. Un coup de battement sur le sol, un coup sur une tête. Un coup de battement sur le sol, un coup sur une tête. Un coup sur le sol, un coup sur une tête. Un coup sur le sol, un coup sur une tête. Le sol, une tête. Le sol, une tête. Le sol, une tête. Et ainsi, Sunday tua pratiquement tous les chiens de prairie. Mais une petite femelle avait ouvert un œil et elle vit ce que faisait Sunday. Elle poussa un cri d'alarme, « Tchikou, tchikou, tchikou !» et elle s'enfuit. Sunday la poursuivit, mais hop, elle réussit à plonger dans un terrier et lui échappa. Et c'est ainsi qu'il y a encore des chiens de prairie de nos jours. Intermission. Entr'acte. Pardon. On profite toujours des entr'actes pour discuter un peu, échanger les premières impressions. Alors j'en profite pour vous dire qu'il arrive que les légendes amérindiennes soient à double détente. Peut-être parce qu'un jour, un conteur en veine d'inspiration a voulu donner une suite à une histoire. Une première partie qui est souvent étiologique et une seconde qui se termine, ou non, par une morale, pour que les enfants et l'esprit de chacun restent sur la morale. Ah, ça y est, ça recommence. On reprend. Il y a du monde ce soir. Bon, il n'y en a pas autant que pour Alan Ladd, mais c'est déjà pas mal. Pardon. Bon, on va reprendre si vous voulez bien. Mais je ne vais pas vous conter la suite à proprement parler, mais résumer, vous la faire courte. Alors Sunday prépare les chiens de prairie pour les manger. Il les vide, il les dépiote, il allume un feu
et construit un four en argile. Alors sort de l'obscurité un loup, affamé, comme ils le sont toujours, et qui se prétend boiteux. Et il demande à Sindé de pouvoir rogner les os que Sindé jettera. Mais Sindé refuse. Le loup propose alors une course à Sindé. Celui-ci refuse d'abord, puis il finit par accepter, pensant qu'il sera facile de gagner contre ce loup boiteux. Et le loup entraîne Sindé au loin. Loin, bien loin. Et comme bien sûr, il est aussi boiteux que vous et moi, il revient à fond de train pour manger tous les chiens de prairie, laissant Sindé bien loin derrière et tout pantelant. Sindé apprend donc ici à ses dépens ce qui peut arriver quand on ne veut pas partager. Et un malin, malin et demi. Et un dernier, que je n'avais pas prévu de raconter, mais voilà que, en cherchant des photos sur le net pour illustrer ce podcast, je suis tombé sur 2 ou 3 photos montrant la jeune Helena, côte à côte avec Dorothy Whitehorse, sa répétitrice et conseillère sur le film. Toutes deux sont souriantes et collées l'une contre l'autre, tête contre tête, et ces photos m'ont touché, pour des raisons que je vais donc finalement partager avec vous. En effet, je connais Dorothy depuis 2006. L'un de ses frères, qui était dans l'armée américaine, lors de la Deuxième Guerre mondiale, fut tué à la frontière allemande et est enterré au cimetière militaire américain de Sata, près de chez moi. Là aussi, je vais sauter 2 étapes pour vous la faire courte. En 2006 donc, nous avions invité un petit groupe de Kiowa pour qu'ils puissent venir se recueillir sur la tombe de ce membre de leur famille. Et Dorothy faisait partie du voyage. La première anecdote m'a été rapportée par l'une de ses nièces. Pour venir en France, il fallait bien sûr faire des passeports. Direction Oklahoma City. Dorothy est née en 1933. L'employé chargé de l'aider à remplir ses papiers, les formulaires, lui demanda « Where were you born, Mrs. Whitehorse? Où êtes-vous née, Madame Whitehorse? »« In a teepee. » Et, passé la surprise, et qu'est-ce que je mets dans la case town, ville? Well, somewhere between Carnegie and Anadarko. Quelque part entre Carnegie et Anadarko. Et la deuxième, nous avions décidé de faire visiter certains coins de la grande région à nos invités, et nous nous sommes donc rendus entre autres à Bastogne, au lieu de la bataille des Ardennes. Parcours obligé, un musée, le Mardasson, des frites mayonnaise, mais non loin de là, dans un petit village du nom de Recogne, se trouve une ferme où on élève des bisons, et un monument dédié aux combattants amérindiens de la Deuxième Guerre mondiale. Sur le chemin, à l'allée, les Kiowa avaient remarqué un petit cimetière, aux tombes bien alignées, mais aux petites croix brunes, bien différentes des croix blanches des cimetières militaires américains. Ils me demandèrent de quoi il s'agissait. C'était un cimetière militaire allemand de la bataille des Ardennes. Arrivés à la ferme, les Indiens firent peu de cas des bisons. Ils agirent en l'occurrence d'une manière que je crois traditionnelle, à savoir que lorsque vous avez quelque chose de gênant à faire passer à quelqu'un, vous ne le lui dites pas directement, afin de ne pas le froisser, mais vous le dites à un tiers, qui est au courant, en présence de la personne à qui le message est vraiment adressé. Ils se dirent donc entre eux, mais je pense à notre attention, que ces bisons n'étaient pas à leur place, que les bisons américains devraient rester en Amérique. Après quelques photos au monument, les Kiowa me demandèrent si on pouvait s'arrêter au cimetière allemand sur le retour. Là, les 2 femmes parcoururent le cimetière, lisant les dates de naissance et de mort sur plusieurs tombes, et calculant les âges des soldats. 21, 22, 17 ans. Puis elles nous rejoignirent. Dorothy se tourna vers les tombes et fit une prière en Kiowa. Et une fois installée dans le minibus qui nous ramenait chez nous, elle dit « Now, I'm at peace with the Germans. » Maintenant, je suis en paix avec les Allemands. Ce que prouvent les photos trouvées sur le net. Si vous êtes très attentif, vous remarquerez dans le film, lors de la brève entrevue de Kid et Johanna avec les Kiowa, au milieu de la tempête de sable, une vieille dame Kiowa, à pied, portant une couverture. La prise est alors en caméra subjective, comme vue par Kid, et la vieille dame regarde donc directement l'objectif, brisant ainsi, selon moi, le 4e mur. C'est Dorothy Whitehorse. Nul doute qu'il s'agit là d'un plan voulu par Paul Greengrass pour remercier Dorothy de son implication dans le film. Et quand vous verrez, ou si vous revoyez ce film, il y a une brève scène où le Captain Kidd demande à Johanna de lui apprendre un petit chant Kiowa qui lui plaît bien, et qui fait « Waho, waho, wow, 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 waho, waho, wow, wow, wow ».
Tu veux bien m'apprendre la chanson que tu chantes souvent? Celle qui va comme... Bien sûr, cela montre que Kid fait un pas vers Johanna pour l'apprivoiser, l'amadouer, la rassurer, et que Kid est ouvert, qu'il ne rejette pas une culture méprisée, qu'un mélange des cultures est possible. Mais il me plaît de croire aussi qu'il s'agit là d'une demande de Tom Hanks, peut-être avec la complicité d'Elena, à Paul Greengrass, d'ajouter cette scène afin de faire un clin d'œil à Dorothy, qui est une endearing old lady, de la saluer et de rendre hommage à la tribu Kiowa pour son chaleureux investissement dans ce film. Et bien voilà, nous voilà rendus. Ainsi s'achève, et cette fois pour de bon, ce voyage sur des pistes caillouteuses consacré à News of the World et au Kiowa. Et c'est tant mieux parce que je ferai pas ça tous les jours. Mais je ne vais pas vous quitter sur la formule de séparation Kiowa. Bah oui, ce podcast est construit comme The Searchers. Une porte qui s'ouvre au début et une porte qui se referme à la fin. Et ça tourne en rond entre les deux. Les Kiowa disent « There is no word for goodbye in Kiowa ». Et cette phrase est commune à de nombreuses tribus. « There is no word for goodbye in Lakota, in Crow, in Cheyenne ». Ce que l'on traduirait un peu rapidement par « Il n'y a pas de mot en Kiowa pour « au revoir ». Or dans ces langues, c'est justement ce que ces formules veulent dire, comme en français. Jusqu'à ce que je te revoie, jusqu'à ce qu'on se revoie. Donc bien, au revoir. Alors, hei goe moi bonta, till I see you again. Wahoo, wahoo, whoa, whoa, whoa. Wahoo, wahoo, whoa, whoa, whoa. Wahoo, wahoo, whoa, whoa, whoa. I orgamadeko a helgo, zonta, zonsadeko. Holai, tonsade. Oh, whoa, wahoo, wahoo, whoa, whoa, whoa. Wahoo, wahoo, whoa, whoa, whoa. Et c'était toutes les nouvelles du monde que nous avions pour vous. On vous dit merci et bonne soirée. Bon alors comment ça marche ce truc-là? Est-ce qu'il faut que je clique moi pour que ça enregistre? Hein? Ça enregistre là? Qu'est-ce que c'est que c'est bien ça? Un podcast, un podcast. Est-ce que j'ai une gueule de podcast? Oh purée, mais à quoi je me suis grand bragué? Bon, tant pis, je vais cliquer là, hein, on verra bien. Oh merde! Entracte. C'est l'heure de l'entracte. Entracte. Das ist der Entracte und während der Entracte ist der Kapelle. Oh ma biche. Oh. Ça c'est parce que Louis a demandé à avoir un temps d'antenne aussi important que celui d'André, alors j'ai rajouté ce petit bonus. Et pour vos animations de mariage ou autres fêtes, veuillez contacter Cole qui fera suivre. Merci. Ah, il y a du monde ce soir. Bon, il n'y en a pas autant pour Shane, mais enfin, c'est déjà pas mal. Bon, ça y est, là, on va pouvoir y aller. Mais en fait, ce qui m'a amené à vous parler de ces... Mais en fait, ce qui m'a amené à vous parler... Tiens, il y a un retour.
Mais en fait, ce qui m'a amené à vous parler de Saint Day, ce n'est oh, bah, quand c'est pas une ambulance, c'est l'appel à la soupe, et quand c'est pas l'appel à la soupe, c'est une moto. Mais c'est pas vrai, quand c'est pas une ambulance, c'est l'appel à la soupe, et quand c'est pas l'appel à la soupe, c'est une moto. Les producteurs tiennent à préciser que la scène de bruit de moto a été recréée dans les conditions du réel, et qu'aucun animal n'a été blessé lors de l'enregistrement de ce podcast. Un loup, affamé, comme ils le sont toujours. Alors là, je tiens à préciser que je n'ai rien contre les loups. Il s'agit ici d'une histoire. Bon, le stéréotype, d'accord. Mais je ne m'associe pas, hein. Je ne voudrais pas avoir de problème avec les amis des loups ou les animalistes. Même s'il faut reconnaître que peut-être une régulation. Parce que je ne voudrais pas non plus me mettre à dos berger, louvetier et chasseur. Non, Cole. Inutile d'illustrer ceci avec des photos de loups. Non, parce que, à force d'être exigeant, je ne voudrais pas que notre administrateur, modérateur, illustrateur, monteur me voue aux gémonies. Et encore heureux que ce soit oral, parce que si j'avais à écrire gémonie, j'aurais des ennuis avec les correcteurs d'orthographe et profs de français. Et pour ceux qui entendent l'anglais, j'aurais pu dire « Et comme, bien sûr, il est aussi boiteux que vous et moi, ». C'était donc le chant et le cri. C'était donc le chant et le cri. C'était donc le chant et le cri des Prairie Dogs, extrait de la légende de Saint Day. Et la critique Lucetto. Et la critique Lucetto. Et la critique Lucettos. Et la critique. Et la critique Luc. Et la critique Lutesso-centré. Lutesso centré. Et la critique lutesso-centrée. Et la critique lutesso-centrée et la critique lutesso-centrée et intellectuelle. Intellectuelle. Ça me prendra, tiens, on va refaire le malin. Je ne veux pas dire parisianiste comme tout le monde. Alors, et la critique lutesso-centrée. D'accord, on va un peu plus vite, quoi. Et la critique lutesso-centrée et intellectuelle. Oui, c'était bien. Mais ça ne l'est plus. Et la zen. Et la critique lutesso-centrée et intellectualisante. Bon, encore un coup. Et la critique sans. Et la critique lutesso. Et la critique lutesso-centrée. Cintrée. Bon, ça, c'est ce qui s'appelle un lapsus révélateur. Et la critique lutesso-centrée et intellectualisante n'a certainement pas été le cœur de cible, la priorité de Greengrass. C'est bon. Bon, il y a encore une pour être sûr. Et la critique lutesso-centrée et intellectualisante n'a certainement pas été le cœur de cible, la priorité de Greengrass. Dans le livre de Paulette Giles, qu'est-ce que c'est que ça maintenant ?
Ils peuvent frapper leur bois à d'autres moments, ça, non? Ma la protagoniste féminine, qu'elle est une petite fille, elle est époustouflée. Je suis époustouflé. Ah, ouf, c'était la bonne.